Pourquoi est-ce si important de s'intéresser aux conditions qui favorisent l'apprentissage ? Chacun de nous est acteur de ses apprentissages. Lorsqu'un apprentissage nous fascine, nous nous y engageons avec toutes nos compétences, incluant notre compétence d'apprendre à apprendre. Lorsqu'à l'opposé, un apprentissage nous semble sans intérêt ou carrément au-delà de nos compétences, nous risquons d'agir sur base de cette conviction et ainsi de la confirmer. Qu'est-ce qui vous a conduite à vous intéresser au cerveau ? Michèle est psychologue scolaire clinicienne et au début de sa carrière de professeure en faculté d'éducation, elle a été intriguée par les élèves qu'elle rencontrait dans les classes spécialisées qu'elle avait créées à l'époque avec Raymond Leblanc. Depuis maintenant déjà 40 ans, animée par son désir de mieux comprendre chacun de ses élèves, elle s'est intéressée au fonctionnement du cerveau, le leur bien sûr, mais aussi le nôtre, nous qui les accompagnons. Ce livre, Le cerveau au cœur des apprentissages, Michèle en parle comme si c'était son testament professionnel. Après un début de carrière comme enseignante en langue, Mylène a migré en classe spécialisée et son talent l'a conduite à devenir conseillère pédagogique chargée de former les enseignants à l'éducation spécialisée. C'est dans ces fonctions qu'au tournant du 21e siècle, elle a assisté à une formation que je donnais qui parlait cerveau et apprentissage. Elle dit y avoir trouvé à l'époque des leviers pour répondre à l'injonction « faire de l'élève l'acteur de son apprentissage ». Depuis bientôt 15 ans, elle et moi concevons et animons des formations auprès du personnel scolaire européen et canadien intéressés à explorer quel lien tisser entre neurosciences et pédagogie. À l'usage, nous avons réalisé à quel point notre savoir accompagner l'apprentissage gagne à prendre appui sur notre compréhension du cerveau et à quel point, en fait, notre compréhension du cerveau gagne, elle aussi, à prendre appui sur nos savoirs pédagogiques. Votre ouvrage se décline en 5 parties. La première examine les assises du fonctionnement du cerveau. Pourquoi commencer par là ? Connaître le fonctionnement du cerveau, c'est constater que le pilote, c'est nous, que nous sommes acteurs de nos apprentissages et que notre cerveau, c'est seulement notre cabine de pilotage. Cette première partie nous fait découvrir que plus nous osons prendre les commandes de notre cerveau, plus nous apprenons à nous adapter et à adapter notre environnement aux défis qui se présentent. Dit autrement, on ne naît pas intelligent, on le devient. C'est ce qu'affirmait déjà Albert Jacquard en 2012. C'est en assumant pleinement notre posture de pilote que nous apprenons toute notre vie. Cette première partie nous fait aussi découvrir, d'une part, quel bouton de notre cabine de pilotage activer à quel moment, et d'autre part, quel autre bouton désactiver. On y apprend encore comment la chimie du cerveau ajoute son petit grain de sel chaque fois que nous sommes dans l'assurance d'y arriver et bien sûr chaque fois que la peur de ne pas y arriver prend trop de place. En lisant l'ouvrage, on découvre que la structure des 4 parties suivantes est différente. Pourquoi ? En effet, les 4 autres parties débutent par des témoignages d'élèves qui n'y arrivent pas. Leurs témoignages sont suivis de ceux de leurs parents et de membres du personnel scolaire. Nous mettons ainsi en exergue les défis qui affectent les enfants et par effet domino nos défis, nous qui les accompagnons. Parce que les élèves se comparent à leurs pairs. Ceux qui n'y arrivent pas se sentent nuls, leurs parents impuissants et le personnel scolaire frustré. Frustré comme je l'étais quand mes efforts ne produisaient pas l'effet que j'espérais dans mon accompagnement d'élèves à défi. Les défis que l'élève, son parent et ceux du personnel scolaire relatent éclairent notre exploration du comment le cerveau compose en situation. Ce que ces défis installent en chaque élève et dans son interaction avec les intervenants nous fait entrevoir quels outils, quelles stratégies pédagogiques mettre en place pour mieux cheminer ensemble. Le corps, ce grand oublié à l'école, vous aimeriez lui donner une véritable place.
Votre expression « ce grand oublié à l'école » évoque la vision si généralisée que le corps n'est qu'un outil, qu'il faut certes le faire bouger pour le garder en santé, mais que lors d'apprentissage scolaire, il ne fait rien d'autre que de servir d'appareil à l'élève pour lui permettre de laisser des traces de ses apprentissages. Grâce au témoignage de Félix et de son entourage tant familial que scolaire, ainsi que de celui de la grand-mère d'une jeune fille, nous découvrons que notre ignorance des défis de plusieurs enfants, soit ceux qui n'arrivent pas à coordonner avec fluidité les mouvements de leur corps, que cette ignorance engendre en eux un état chronique de surcharge, de stress et de fatigue qui compromet chacun de leurs apprentissages. Félix, comme tous ses élèves passés sous le radar, donne l'impression de ne faire aucun effort, de résister à s'y mettre et, si on insiste, même parfois de réagir avec colère. En comprenant pourquoi son cerveau n'y arrive pas, on réalise qu'il a besoin de lunettes, concrètement qu'il a besoin d'outils et de stratégies pour reprendre son parcours scolaire en déployant toutes ses compétences. Le titre de la partie 3 est interpellant. Des émotions apprenantes. Cette expression « émotion apprenante » contient un savoir que Michel aurait voulu posséder à l'époque où elle était maman et professeure. Savoir que, devant une émotion négative forte, notre toute première réaction est un réflexe. Et comme tout réflexe, cette réaction surgit sans qu'on ne l'ait vu venir. Mylène considère qu'elle aurait été mieux équipée pour accueillir l'agressivité qui lui était parfois témoignée dans ses classes en adaptation scolaire si elle avait su à l'époque que cette agressivité était en fait une réponse réflexe à la peur de se sentir trop nulle, la peur d'être ignorée, la peur aussi d'être rejetée. Parce qu'on ignore son existence, cette réaction réflexe crée des dommages autour de l'élève, certes, mais aussi en lui. Par exemple, Damien, 6 ans, notre élève exemple de la partie 3. Il raconte que ses réactions incitent sa grand-mère qui a charge de son éducation à lui répéter qu'il est habité par un mauvais esprit. Il la croit, parce qu'à l'école, adultes et enfants ont tous peur de lui. Cette partie décrit l'importance de ne plus confondre émotion et réaction à l'émotion. L'importance d'être accompagné pour apprendre à inhiber ce réflexe. L'importance d'être membre d'un groupe qui reconnaît, donc qui sait comment soutenir la personne pour qu'elle arrive progressivement à inhiber cette réponse réflexe. Damien, en crise, arrache frénétiquement tous les dessins au mur dans le bureau de la conseillère en counseling où la directrice l'a envoyé se calmer. La directrice a aussitôt informé cette conseillère de se rendre à son bureau le plus vite possible. Parce que cette conseillère arrive après l'incident, elle n'est pas dans la peur. Et parce que chaque émotion est contagieuse, le fait qu'elle s'assoie, ils lui disent d'une voix calme « Tu vas en avoir des dessins ramassés ?» Damien s'apaise. Ce calme, aussi inattendu qu'inespéré, incite Damien à replacer tous les dessins au mur. Cet exemple importe parce qu'il nous apprend que, comme en avion, nous devons mettre d'abord notre masque. Nous devons prendre soin de nous si nous voulons être en mesure de prendre soin de l'élève en crise. Il faut attendre la partie 4 pour que vous évoquiez le cognitif, la pensée. Pourquoi ? Je vous remercie de cette question. Nous avons parlé jusqu'ici du corps et de l'émotion, alors que la fonction de l'école, c'est d'enseigner des savoirs et des savoir-faire. Si nous avons choisi de le faire ainsi, c'est parce que ces informations arrivent dans cet ordre-là au cerveau. En premier, je sens dans mon corps, aussitôt je ressens l'émotion. Et seulement après, je vois, j'entends et je pense. Est-ce que j'ai bien compris ? Que vais-je faire de cette information, etc.
Au début de ma carrière en faculté d'éducation, le corps et l'émotion n'avaient pas leur place. Si dans le cours de gestion de classe que je donnais, je parlais d'émotion, les enseignants en formation me rétorquaient qu'ils n'étaient pas des psys et qu'il leur suffisait de bien gérer la discipline. Le métier enseignant est le seul métier au monde qu'on apprend dès 6 ans. Qui d'entre nous, entre 5 et 8 ans, n'a pas enseigné à ses petits frères et sœurs ou encore à ses voisins? Entrer par le corps et l'émotion, c'est entrer par une porte qui ne correspond pas à notre expérience scolaire. Alors vous demandez-vous pourquoi s'attarder à l'émotion? Parce que les neurosciences nous révèlent qu'en ressentant l'effet de la situation sur nous, nous sommes plus en mesure de constater ce qui nous appartient et comment cela affecte notre réaction et par conséquent notre relation à l'élève. Déjà en 1994, le neurologue Antonio Damasio expliquait que c'est seulement si nous sommes sensibles à ce qui se passe en nous que nous saurons analyser objectivement la situation, c'est-à-dire avec toute l'intelligence qu'elle commande. En quoi l'expérience de Sophie nous enseigne-t-elle quelque chose d'essentiel? L'expérience de Sophie nous enseigne que sa persévérance a des effets fabuleux sur son cerveau endommagé. Il faut savoir que Sophie a manqué d'oxygène à la naissance et depuis, sa mémoire est pleine de trous. Parce que Sophie enregistre peu ou pas les informations, chaque jour ressemble pour elle au jour de la marmotte. Elle repart à zéro pour retrouver un objet, pour se retrouver dans l'espace quand elle se déplace dans l'école ou quand elle prend le bus. Cela arrive aussi lorsqu'elle doit retrouver des consignes, les étapes ou les séquences de ses gestes en classe. Heureusement, sa persévérance illustre la puissance de la plasticité du cerveau en permettant à chacune de ses compétences de se manifester. À force de s'y mettre sans relâche, Sophie, à 15 ans, réussit désormais à se déplacer dans l'espace, à tracer de mémoire une figure géométrique, à respecter de mémoire des consignes complexes. Elle y arrive parce qu'elle a appris à s'exercer systématiquement à mixer son savoir-dire qui est excellent à son savoir agir. Nous, enseignants, savons à quel point ce mixage est puissant, puisque nous avons tous réalisé à un moment ou à un autre en carrière qu'en enseignant une notion complexe, nous la maîtrisions mieux. Enseigner, c'est apprendre. Sophie s'enseigne pour apprendre et mémoriser en se parlant chaque geste pendant qu'elle l'exécute et qu'elle s'observe pour l'ajuster. Elle vérifie ainsi si son geste produit l'effet qu'elle souhaitait. Ajoutons que pour y arriver, elle a besoin de temps additionnel et d'outils de soutien. Ce temps et ces outils lui offrent des conditions équivalentes à celles de ses pairs sans ce défi de réussir. En ce sens, l'équité, offrir temps et outils, est supérieure à l'égalité quand les besoins d'un élève à défi exigent qu'on lui offre des lunettes adaptées. La partie 5 illustre le caractère intégré du cerveau. Un cerveau intégré, c'est quoi? Un cerveau intégré, c'est un cerveau qui combine les informations de notre premier informateur, le corps, aux informations de notre deuxième informateur, les émotions. Ce sont les émotions qui nous font ressentir notamment si c'est OK ou pas OK, et ainsi nous rappeler « Ah oui, c'est comme cette fois où… » Or, ce n'est qu'après avoir activé ces deux composantes que notre pensée entre en analyse de la situation. Bref, il faut un corps et une émotion pour que notre pensée, c'est-à-dire notre savoir analyser, comprendre et choisir une action, se déploie avec toute notre intelligence du moment. Dit autrement, ce n'est qu'éclairé par ce que nous sentons et l'effet que cette sensation produit en nous que nous poserons un jugement éclairé à la fois sur ce qui se passe et ce qu'il convient d'y faire.
C'est Nicolas, aux prises avec des tics et un trouble obsessif-compulsif, ainsi que son entourage parental et scolaire qui, dans cette dernière partie, illustre à quel point notre corps, nos émotions et nos pensées sont intimement liés. Illustre également comment leur lien constitue le fondement même de notre savoir entrer en relation avec un objet d'apprentissage et avec notre humanité, ce savoir aller à la rencontre de l'élève même quand celui-ci nous déstabilise. Vous aimez cette phrase ? Il faut tout un village pour élever un enfant. En quoi s'adresse-t-elle à vos lecteurs ? Nous rêvons par cet ouvrage de vous inciter, si ce n'est pas encore le cas, à installer des communautés apprenantes avec vos collègues, mais aussi entre vous et vos élèves, ainsi qu'entre vous et les parents de vos élèves. C'est pour cela qu'à l'achat du livre, vous avez accès à des compléments sur le site de Debook. On vous en parle à la page 9. Ce sont des compléments qui incluent le cahier pratique de l'élève et le cahier pratique du parent. 2 atouts pour constituer et faciliter cette communauté apprenante. De plus, au bas de cette même page 9, est indiquée l'adresse de notre site en construction dans lequel nous logeons, Mylène et moi, des documents PDF, des PowerPoint, des Geniali et des films. Ce site enrichit votre compréhension des liens entre cerveau et pédagogie. De plus, d'ici quelques mois, notre site vous invitera à commenter, questionner, échanger et comparer vos expérimentations d'outils et de stratégies. Ce site contribuera ainsi à instaurer notre communauté d'apprentissage en maintenant vivantes nos avancées sur le chemin de notre savoir accompagner l'apprentissage.